Question. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Nous allons d'abord donner la parole au coprocureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voulais simplement corriger au procès-verbal quelque chose qui a été dit par le Conseil avant la pause. Il a indiqué que les déclarations des parties civiles n'étaient pas fournies sous serment. Je suis désolé de ne pas être intervenu plus vite. Je n'ai vu que la version française qui était affichée, mais en fait, j'ai pu vérifier pendant la pause et dans la version en anglaise, la signature est apposée et il déclare spécifiquement que la déclaration que je fournis sous sa forme actuelle est exacte et précise, sinon je serais redevable légalement. Donc je crois qu'il s'agit, si ce n'est pas un serment prêté en l'occurrence, de quelque chose qui s'en approche fortement en ce qui concerne les demandes de constitution de partie civile, et nous soutenons tout à fait le recours à ces témoignages. Nous pensons que cela sert positivement la procédure, ça permet d'établir la chronologie des faits et il a été possible d'obtenir des déclarations de témoins, qu'il soit prévu de les faire comparaître ou pas. Il est bien entendu que les 4000 parties civiles ne vont pas pouvoir se présenter devant la Cour pour faire des déclarations, et dans ce cas, par exemple, lorsque nous avons un témoin qui a fait des affirmations, soit qu'il n'y avait pas de mariage forcé, qu'il y avait abondance de médicaments et toute une série d'autres affirmations concernant les conditions dans son secteur, il est tout à fait approprié que cette personne soit confrontée aux déclarations de témoins de sa région. Et pour toutes ces raisons, dès lors, nous soutenons le recours par les parties civiles à cette source de documentation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais en premier lieu intervenir par rapport à ce qu'a dit le coprocureur. Une affirmation n'est pas un serment prêté, il devrait le savoir. En tout cas, en ce qui concerne ces déclarations ou les résumés de ces déclarations que nous fournissent le bureau des juges d'instruction, nous avons une déclaration qui est ensuite résumée, qui fait l'objet d'une signature ou de la position d'une empreinte digitale. Il y a une différence importante entre prêter serment et cela. Donc ceci en premier lieu, et c'est le plus important. Notre position est avant tout une position de principe, qui est la suivante. Si vous devez ou vous entendez recourir à des déclarations qui ont été faites aux fins de se constituer partie civile, du fait de savoir si la personne avait un intérêt particulier pour se constituer partie civile, on ne peut pas ipso facto conclure et dire que ceci a été fait de manière sincère. C'est une sincérité qui doit être mise à l'épreuve de la confrontation si nécessaire, et dans ce cas précis, ces déclarations sont utilisées pour mettre à l'épreuve la crédibilité de ce témoin particulier, et dans l'un de ceux-ci, D22/2760, page 5, version Khmer, implique clairement le témoin lui-même. En d'autres termes, la partie civile utilise Conseil pour la partie civile utilise une déclaration faite par une partie civile pour traiter le témoin comme s'il s'agissait d'un accusé. Ça, Monsieur le Président, vous nous avez tous avertis qu'il ne convenait pas de procéder de la sorte dans ce prétoire. Donc nous pensons effectivement qu'il y a une différence fondamentale. Notre position, en toute franchise, est la suivante. Il nous faut une série de directives et de règles qui seront suivies de manière uniforme et universelle pendant tout le procès. Nous ne pensons pas que ces déclarations doivent être versées, à moins que le témoin ou la partie civile soit appelé à témoigner.
Alors, bien entendu, il faut que la voix des parties civiles soit entendue, nous n'avons aucune objection à cela. Mais alors, manifestement, nous voulons qu'il soit clairement indiqué que peu de poids, si l'on doit accorder un poids quelconque à ces déclarations, n'y sera accordé, à moins que l'on ait la possibilité de procéder à une confrontation. Et donc, si quelqu'un dit, voilà, les choses étaient comme ceci ou comme cela dans telle région, c'est une déclaration qui n'est pas suffisante au niveau de la force probante, à moins qu'il y ait des éléments plus probants pour soutenir ces affirmations. Donc, il faut pouvoir apporter une preuve lorsque l'on fait ce genre d'affirmation. Je vous remercie. Le président, oui, maître, je vous en prie. Pour illustrer ce que vient de dire mon confrère, deux des parties civiles qui ont été cités par maître Simonophore à l'instant, Sourdiem et Sruoktras, sont des gens qui portent plainte contre ce témoin. Alors cela pose effectivement un problème. Et je crois que c'est cette question-là qui doit être réglée, d'autant que notre confrère nous a indiqué que ces deux personnes ne figuraient pas sur la liste des parties civiles qui devraient comparaître devant vous. Le président, puis les co-conseils en chef pour la partie civile, vous ne devez pas revenir sur la même question. La Chambre a abordé cette question et va trancher sur cette question. Et les partis, en fait, prennent la parole pour revenir sur la même question. Mais la Chambre éprouve aussi un intérêt à entendre les arguments présentés par les partis en la matière. Il est également surprenant que les partis ne se soient pas levés immédiatement après que la référence au document ait été fournie. La Chambre a indiqué de manière répétitive que si une partie quelconque désire s'opposer à la présentation d'un document, cette opposition doit être signifiée immédiatement, ce qui permettra à la Chambre de trancher la question. Ceci mis à part, une partie ne peut s'opposer à une pratique qu'une seule fois. Et une fois qu'une décision a été prise par la Chambre, il n'est pas possible de soulever la même objection. Donc, je voudrais que vous teniez informé de cela pour ne plus perturber la procédure. Conseil pour la partie civile. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les juges. Je me suis levé non pas pour répondre aux points qui ont été soulevés par les deux équipes de défense, mais plutôt pour répondre à Maître Carnavas, qui a indiqué que la déclaration de cette partie civile n'avait pas été faite en présence des responsables dans le cadre de la procédure avec les co-juges d'instruction. Je voudrais réitérer le fait qu'il n'est pas les personnes demandant à se constituer partie civile ne sont pas obligées à prêter serment, et ceci en vertu de la règle 23
du règlement concernant les parties civiles. Dès lors, la déclaration des parties civiles peut faire partie des éléments de preuve soumis à la considération de la Chambre. Et à cet égard, l'argument selon lequel la partie civile n'a pas prêté serment ne doit pas être prise en considération. Deuxièmement, comme stipulé dans le formulaire d'information pour les parties civiles ou les victimes, l'information ne vise pas, qui est contenue, ne vise pas à incriminer le témoin. Nous n'avons rien fait d'autre que d'essayer d'obtenir des informations du témoin. C'est notre méthode. Et il faut savoir également que dans le formulaire d'information pour les victimes, la partie civile a indiqué qu'il ou elle entendait se constituer partie civile et qu'il ou elle n'avait pas l'intention de porter des accusations à l'encontre du témoin. Tout ceci est stipulé clairement dans le formulaire de renseignements relatifs à la victime. Et donc, dit le Président, en ce qui concerne les extraits qui ont été lus à partir de ces formulaires, la Chambre tranchera cette question en temps utile. La Chambre désire maintenant informer les co-avocats principaux que beaucoup d'informations ont été entendues concernant le contexte du Kampuchea démocratique, et donc les conseils pour les parties civiles se voient rappeler qu'ils ne doivent pas entrer plus avant dans le détail de ces questions afin de ne pas perdre de temps. Les conseils pour les parties civiles se voient signifier qu'ils doivent passer aux questions portant sur la structure administrative, soit au niveau local, soit aux échelons supérieurs. Je pense que ce témoin est interrogé sur la totalité du cas numéro 2, si je ne me trompe pas. Le procureur a pu poser des questions sur la totalité du cas numéro 2 et j'aimerais pouvoir poser des questions sur la totalité du cas numéro 2. Je précise que vous l'avez sans doute compris, j'ai évoqué les déplacements, j'ai évoqué les coopératives, je souhaiterais pouvoir évoquer l'élimination des personnes et les camps de sécurité, les centres de sécurité, rapidement, les persécutions religieuses et les mariages forcés. J'ai très peu de questions, je peux finir très rapidement. Je souhaiterais pouvoir exercer mon travail d'avocat de partie civile et pouvoir poser des questions. Puis-je le faire? Le Président. Je vous ai déjà informé ce matin du fait que vous pouvez poser des questions à ce témoin en ce qui concerne les dossiers 001, 002 et en ce qui concerne les faits relatifs au dossier 002, ceux-ci sont très différents de de ceux portant sur le dossier 002-1. Mais les faits qui se sont produits dans le secteur 105 ne sont pas repris dans l'ordonnance de clôture. Seuls ceux de la province de Tramkau sont repris dans l'ordonnance de clôture. Et donc, vous devez limiter vos questions à ce qui s'est produit dans la coopérative de Tramco.
Et à Tokyo. Et si vous êtes d'avis que des faits concernant le secteur de Mondulkiri, vous devez identifier l'extrait ou le paragraphe relatif à cela figurant dans l'ordonnance de clôture. Et c'est à titre d'information pour la Chambre. Je vais poser des questions sur le centre de sécurité de Phnom Kraol qui, je crois, figure dans le champ du dossier 002. À propos des disparitions, vous avez dit, monsieur le témoin, que vous avez dit à monsieur le procureur qui vous a montré une liste de prisonniers arrivés à S21 le 23 novembre 1977, que vous n'étiez pas au courant de l'envoi de personnes à S21. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler de personnes qui ont été arrêtées et qu'on a emmenées à pied ou en camion vers une destination que vous ne connaissiez pas? Réponse, je ne suis pas au courant de cela. Monsieur le Président, suis-je autorisé à lire un extrait d'un document D22/2796, qui est une déclaration de partie civile qui évoque des départs de personnes du secteur 105 vers S21. Il s'agit d'un ERN. Alors, les pages en français sont les pages 6, 7, 8 et en khmer, l'ERN est 0, 0, 5, 5, 6, 5, 4, 3 jusqu'à 0, 0, 5, 5, 6, 5, 4, 4. Puis-je évoquer cet extrait? Président, pouvez-vous nous donner le titre du document? Le document est une déclaration de partie civile. Le Président, je vous en prie, vous pouvez continuer. Quoique la Chambre ait reçu des objections de la part de la Défense, la Chambre tranchera en temps utile et désire informer les conseils de la partie civile également du fait que les documents auxquels vous faites référence à présent ont peu de valeur probative ou de force probante plutôt. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais donc lire un extrait dont j'ai donné les références en français et en khmer.
Je n'ai pas de traduction en anglais malgré ma demande. Donc cette partie civile indique ceci. Fin 1975, j'ai conduit un camion rempli d'hommes et de femmes accusés d'être des traîtres à la nation, complices des Vietnamiens, vers la province de Kratie. Quand nous sommes arrivés à la commune de Tmac Kre, district de Kratie, province de Kratie, des canots les y attendaient pour assurer la suite du voyage. Je ne savais pas où on les emmenait. J'ai seulement entendu dire qu'on les emmenait pour les éduquer. Ils ont disparu depuis. On ne les a jamais vus revenir. Puis, à la page suivante, ce témoin dit « Début 1978, j'ai été renvoyé travailler comme chauffeur, comme dans le passé. Le camarade Sion, qui était le chef du bureau du commerce, m'a dit « Tu ne dois pas faire autre chose que de réparer les véhicules, en sorte qu'aucun ne tombe en panne. » À ce moment-là, il y avait 2 camions de fabrication chinoise réservés au transport des gens que les hommes de Pol Pot considéraient comme traîtres et qu'il fallait emmener pour les tuer dans les environs de la montagne Kraol, qui se trouvait à peu près à 5 km du chef-lieu du district de Konek. Chaque jour, à l'aube, 2 véhicules partaient, avec 10 personnes ou plus à bord, et ne revenaient qu'1 heure plus tard. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle quelques souvenirs? Ma réponse est que je ne suis pas au courant de cela. En 1975, je n'ai ni entendu ni été le témoin de ceci. J'ai une deuxième question sur Phnom Kraol et puis j'aurai une dernière question sur les mariages forcés qui, je crois, rentrent dans le champ du cas numéro 2 sur la totalité du territoire. En ce qui concerne Phnom Kraol, je voudrais évoquer le dernier interrogatoire de ce témoin qui porte la référence E3/404, page 5 en français, ERN Khmer 00398484, ERN anglais 00403027. Puis-je évoquer ce document rapidement, Monsieur le Président, et l'afficher si vous le souhaitez? Le Président, je vous en prie. Je vous remercie. À la question suivante, au moment où vous avez pris le contrôle de la région 105, est-ce que le centre de sécurité Phnom Kraol était encore en fonctionnement? Vous avez répondu, je vous cite, monsieur, « Il fonctionnait normalement. » Et vous ajoutez, cela dit, on n'a pas arrêté telle ou telle personne. Est-ce que je peux vous demander, monsieur, ce que cela signifie, un centre de sécurité qui fonctionne normalement? Réponse. J'ai indiqué cela au coprocureur lorsque j'ai dit qu'il fonctionnait normalement. Cela signifie qu'il n'y avait pas de perturbation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Puis-je évoquer un document D22/452 qui est une déclaration de partie civile qui porte les ERN
en français 0081451 et en khmer 005809777. Je voudrais utiliser l'information supplémentaire et évoquer ce que dit cette personne sur Phnom Kraol. Le Président, je vous en prie. Je vous remercie. Donc, cette partie civile, qui est une femme qui avait 24 ans en 1975, indique ceci. Mon mari, je ne donne pas son nom, avait été affecté au centre K17, situé à la montagne de Kraol. Le centre K17 était limitrophe de la prison de Phnom Kraol et sous la supervision de la région. Puis je saute un paragraphe et elle dit ceci. À côté du centre K17 existait le centre K11, réservé à l'unité d'avant-garde qui était chargée d'effectuer des lourds travaux tels que la construction de barrages. J'ai été parfois envoyée travailler avec les gens du centre K11. Là, j'ai assisté à des scènes d'arrestation. Les victimes avaient les mains liées derrière le dos et faisaient marcher en file indienne. Monsieur, est-ce que cela vous rappelle quelque chose sur ce centre de Phnom Kraol qui n'était pas loin du bureau du secteur? Réponse. Comme je l'ai déjà indiqué, je n'ai ni vu ni entendu quoi que ce soit concernant des personnes étant arrêtées et envoyées au centre de sécurité. Je vous remercie. J'ai enfin une dernière question sur les mariages forcés et qui est une question de suivi par rapport à celles qui ont été faites par Monsieur le procureur et à celle qui a été faite par ma consoeur ce matin. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il fallait le consentement des époux et de leurs parents pour un mariage, et vous l'avez redit ce matin. Monsieur le Président, puis-je évoquer, ce sera le dernier, un document qui est une déclaration de partie civile qui me permettra peut-être de rafraîchir la mémoire du témoin sur ce qu'étaient les mariages forcés. Ce document est le document D22/1433. En français, l'ERN est 008111424. En khmer, l'ERN est 0058561. Puis-je évoquer rapidement ce dernier document, Monsieur le Président? Le Président. Je vous en prie, allez-y. C'est donc la déclaration d'un homme, une partie civile, qui avait 16 ans en 1975 et qui dit ceci. En fait, en 1978, durant mon affectation à la montagne de Kraol, où je m'occupais de la coupe de bois, le chef de l'unité, Rin, m'a forcé à épouser Ei, issue du même groupe ethnique que moi. J'avais alors très peur et n'osais pas contester son ordre, puisque le contrevenant à l'ordre ferait inévitablement l'objet d'arrestation. Pendant la cérémonie de mariage, il y avait en total 18 couples qui se mettaient en 2 rangs, les mariés au premier rang, les mariés et eux, au premier rang, devant les mariés et. Chacun devait déclarer son consentement au mariage. Est-ce que, monsieur le témoin, cela évoque
quelque chose à propos des mariages forcés dans votre secteur? Réponse. En 1975, j'étais dans le district. Mais d'après mes souvenirs, il n'y a pas eu de tel mariage forcé. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je regrette de n'avoir pas réussi à vous rafraîchir la mémoire sur certains points importants. Je précise que les déclarations de partie civile que j'ai utilisées aujourd'hui sont celles de personnes qui vivaient dans le secteur 105 et qui, bien que j'ai choisi quelques extraits, parlent toutes de l'ensemble des politiques du Kampuchea démocratique. Merci. Le président, je vous remercie. Est-ce que des juges souhaiteraient poser des questions aux témoins? Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président et bonjour à Monsieur le témoin. Tout d'abord, Monsieur le témoin, j'espère ne pas écorcher votre nom. Et est-ce que vous pourriez me dire si votre nom se prononce Sao Sarun ou So Sarun? Réponse. Mon nom est Sao Sarun. Alors, Monsieur le témoin, on a beaucoup parlé des arrestations qui ont eu lieu sur le secteur 105 et en particulier au sein de la division 920. Avant de vous poser des questions, je me semble important de noter un certain nombre de choses. Tout d'abord, si on se réfère au document D288/6.68.1 annexe 1 ou au document D81 annexe A, qui sont tous les deux des documents qui concernent des listes de prisonniers arrêtés et envoyés à S21. Sur ces listes, si on fait le total des personnes arrêtées comme provenant du secteur 105 ou la division 920, on trouve un total de 318 prisonniers. Il y a un autre document dont il a été fait mention, c'est le document qui concerne la liste des prisonniers arrivés à S21 le 23 novembre 1977 et qui provenaient soit de la division 920, soit du secteur 105. Et pour la seule journée, donc du 23 novembre 1977, le nombre de détenus s'élève à 151. Il s'agit du document D175/3/31. Alors, il s'agit de chiffres qui ne concernent que S21 et là encore, ils ne concernent pas les centres de sécurité qui ont pu exister sur le secteur 105. Tout d'abord, des questions concernant la structure administrative du secteur 105. On a beaucoup parlé de Ling comme étant le secrétaire du secteur 105. Est-ce que vous pouviez me dire si Ling avait d'autres noms? Réponse. Je ne me souviens pas l'avoir connu sous un autre nom que Ling. Est-ce que si je vous dis qu'il aurait pu s'appeler Ham et éventuellement utiliser aussi l'alias de Chan, est-ce que ces noms de Ham
et Chan sont des noms qui vous disent quelque chose? Réponse. Je n'en sais rien. On vous a entendu, vous nous avez dit que vous avez fait partie du comité qui avait en charge les affaires médicales au niveau du secteur. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous est arrivé, en cette qualité, d'avoir des réunions avec Ling ou avec d'autres membres du secteur 105? Réponse. Effectivement, à la réunion, il a été question de la manière d'améliorer les services médicaux et les hôpitaux. On disait qu'il fallait bien s'occuper des gens qui y étaient envoyés et cela relevait de mon rôle. Vous nous avez également dit que Ling était parti avec Kampfun à la fin de l'année 77 à Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez nous dire si, après la disparition de Ling, il y a eu une autre personne à la tête du secteur 105 avant que vous soyez nommé à ces fonctions? Autrement dit, entre vous et Ling, est-ce que quelqu'un a été à la tête du secteur 105? Et si oui, quelle est cette personne? Réponse. Non, il n'y a eu personne d'autre qui aurait été désigné entre les deux. Quand considérez-vous que vous avez effectivement pris en charge la responsabilité du secteur 105? Est-ce que c'est dès votre retour après la visite à Phnom Penh, après le décès de Ling, ou est-ce que c'est plus tard? Réponse. J'ai repris mon rôle de secrétaire du secteur après la mort de Ling en septembre 1978. Qui, alors, avait en charge la direction du secteur 105 entre le début de l'année 78 et septembre 78? Réponse. Je n'en sais rien. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si on vous a demandé d'envoyer des télégrammes régulièrement au centre, au bureau 870, à frère numéro 2 ou à d'autres personnes? Est-ce que lorsqu'on vous a demandé de prendre cette responsabilité, on vous a dit que vous auriez à communiquer et à envoyer des télégrammes, mais aussi à en recevoir?
Réponse. Je faisais directement rapport à Pol Pot. Alors, concernant ces rapports et ces communications, nous avons au dossier un nombre important de télégrammes. Nous avons tout d'abord des télégrammes qui ont été échangés entre Ling et Phnom Penh. Par exemple, nous avons le télégramme numéro 3, destiné au frère bien-aimé et cher à mon cœur, en date du 12 octobre. C'est un télégramme qui a été adressé en copie à frère Nun, au bureau et aux archives. Il s'agit du document E3/1189. Télégramme numéro 00 du 12 octobre 1976, adressé à cher camarade Dunn, bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Nun, au bureau et aux archives. Il s'agit du document E3/1191. Dans ce télégramme, d'ailleurs, Ling annonce qu'il a changé de nom et que désormais il convient de l'appeler camarade Chan. Le télégramme numéro 3 du 15 octobre 1976, adressé au cher camarade Dunn, bien-aimé. Ce télégramme a été envoyé en copie à frère Nun, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366/7.1.780. Il s'agit encore du télégramme numéro 10 du 18 octobre 1976, télégramme adressé au cher frère bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Nun, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D248/5.1.12. Télégramme numéro 3 du 6 novembre 1976, adressé à frère Nun. Il s'agit du document D252.22. Télégramme numéro 22 du 25 novembre 1976, adressé au cher camarade Pang, bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Nun, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366/7.1.785. Télégramme numéro 33 du 26 novembre 1976, adressé au bureau 870 bien-aimé, dont une copie a été adressée à frère Nun, à frère Kieu, au bureau et aux archives. Et enfin, le télégramme du 20 mai 1977, adressé à l'attention du respecté et bien-aimé bureau 870. Il s'agit du document IS 21.17. Dans ce document, dans ce télégramme, il est fait état d'une série d'arrestations au sein de la division 920 et il est également fait mention des noms de Som et Chin, qualifiés de méprisables, et il est également fait état d'un rapport adressé au camarade San. Est-ce que lorsque vous rencontriez Ling ou Chan, ils vous disaient qu'ils étaient en rapport avec le frère Nun ou avec d'autres personnes à Phnom Penh? Réponse. Quand Talang était encore responsable, je ne savais pas à qui il envoyait les messages. J'ai assumé mes fonctions seulement en 1978 et je ne sais pas ce qui s'est produit avant cela. Alors, pour les besoins du transcript, je crois que j'ai oublié de donner les références d'un document qui était le télégramme numéro 33, en date du 26 novembre 1976, adressé au bureau 870 bien-aimé. Il s'agit du document D366/7.1.786.
Monsieur So Sarun, est-ce que vous avez entendu parler des noms de Sao Kim Han, alias Mei, de Cham, de Pak et Lork, comme étant des membres du secteur 105? Est-ce que ces noms vous évoquent quelque chose? Réponse. Oui. Savez-vous ce qu'il est arrivé à ces personnes? Réponse. Non. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Bien, passons à une autre série de questions concernant la structure militaire, et plus particulièrement maintenant de la division 920. Est-ce que vous vous souvenez du nom du secrétaire de la division 920 avant le nommé San? Est-ce que vous savez qui était à la tête de la division 920? Réponse. Non. Je travaillais dans le district. Vous étiez en charge du district de Pechenda. Si je ne me trompe pas, vous aviez un certain nombre de soldats de la division 920 qui étaient stationnés sur votre district. Est-ce exact? Réponse. Comme je l'ai déjà dit au co-juge d'instruction, c'est exact. Alors, est-ce que le nom de Men Meng, alias Chin, vous dit quelque chose? Réponse. Non, je ne connais pas cette personne. Alors, pouvez-vous me dire quel était le nom de la personne qui était à la tête de la division 920 avant le nommé San? Réponse. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu prononcer le nom de Hea Choi, alias Soy, ou alias Sei, ou alias Som? Est-ce que cette personne aurait pu être l'adjoint du secrétaire de la division 920? Réponse. Non. Je ne sais pas grand-chose là-dessus parce que cela relève de la section militaire qui ne me concernait pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de San? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré? Réponse. San était le chef de la division. Est-ce que San est toujours vivant? Réponse. Non. Il est mort. Est-ce que San a un rapport avec Nem San, dont il est fait mention lors du procès tenu en 1997
et pendant lequel Pol Pot et un certain nombre de personnes ont été jugées par les Khmers rouges. Réponse. Je ne sais rien concernant le procès de Pol Pot. Vous n'avez pas habité à An Veng? Réponse. Si. Et vous n'avez jamais entendu parler du procès de Pol Pot? Réponse. Non. Bien. Alors, nous avons au dossier un certain nombre de documents qui concernent les communications entre l'état-major et la division 920 ou des télégrammes qui ont été échangés entre la division 920 et un certain nombre de personnes. Un premier document concernant les relations entre l'état-major et la division 920 est le document IS 13.40. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la division 920. Le super camarade Soy et Ren, en date du 16 décembre 1976. Dans ce document, on retrouve notamment des directives de Frère 89 sur la façon dont il faut traiter les ennemis. S'agissant des télégrammes, on trouve un télégramme directive du frère Kieu en date du 23 septembre 1976, adressé au bien-aimé camarade Chin. Ce télégramme a été copié à frère 81, à frère Somme, frère Nat, frère Ren et aux archives. Il s'agit du document D 248/5.1.11. Télégramme numéro 2 du 26 novembre 1976, adressé par Chin au bien-aimé frère 89 et copié à frère 89, frère 81, frère Somme, frère Nat, frère Ren et aux archives. Il s'agit du document D248/5.1.8. Le télégramme numéro 11 du 6 avril 1977, adressé par San au très respecté et bien-aimé frère 89. Ce télégramme a été copié à frère 89, frère 81, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366/7.1.791. Ce document, on trouve d'ailleurs deux annotations manuscrites, une qui indique ceci: à l'attention d'Ankar, à titre d'information, et l'autre à arrêter. Le télégramme numéro 5 du 9 juin 1977, adressé par San au frère bien-aimé 89, Son Sen, est copié, donc envoyé en copie à frère 89 au bureau et aux archives. Il s'agit du document D248/5.1.1. En ce qui concerne vos relations avec San, monsieur le témoin, si je ne me trompe pas, vous avez reconnu avoir eu des réunions avec ce dernier et avoir indiqué que, au cours de ces réunions, San était venu avec des listes de personnes, qui étaient des listes de personnes à, semble-t-il, arrêter. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez et est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur ce que faisait San?
បាទគឺខ្ញុំ Réponse. Concernant les messages et la façon dont ils étaient envoyés, s'ils étaient envoyés, je n'en sais rien parce que j'étais au district et je ne sais rien d'autre. Monsieur le témoin, j'ai peur que vous ne m'ayez pas compris. Je ne parlais pas des messages. Je parlais d'une réunion au cours de laquelle vous avez rencontré San et au cours de laquelle San aurait apporté des listes de personnes qui devaient être arrêtées. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à des réunions avec San? Et est-ce que vous vous souvenez si San avait des listes de personnes à arrêter?បាទគឺប្រជុំនឹងប្រជុំ Réponse. Il y a eu une réunion, mais je ne sais rien d'une liste de personnes à arrêter qui auraient été examinées à la réunion parce que cette question n'a jamais été soulevée. Alors, abordons maintenant les centres de sécurité. Quelques questions très rapides. On a parlé beaucoup de SOPEA. Est-ce qu'il est exact de dire que SOPEA était à la tête du réseau des centres de sécurité pour le secteur 105, qu'il avait en charge Don Kraul, K11, K17 et éventuellement d'autres centres? Est-ce que c'est comme ça que les choses se présentent?បាទអានឹង Réponse. Oui. Et je l'ai aussi dit au co-juge d'instruction. Est-ce que SOPEA avait un adjoint qui s'appelait Vieng, alias Kam? admin Réponse. Non. Wing était dans la section militaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de Sao Champi, alias Mang? Qui est Sao Champi, alias Mang? Réponse. Sao Champi, alias Mang, il s'agissait d'une seule personne. Et cette personne par rapport à vous, monsieur? Réponse. C'était mon frère cadet. Vous aviez des contacts avec lui? Réponse. Nous avions des contacts usuels pour des frères. Quelles étaient ses fonctions? Réponse. Il était membre d'un régiment.
Alors, je vais donner lecture d'un extrait du document D125/155. C'est aussi un document qui est déjà produit au débat et qui a la cote E3/506. Le RN en khmer est le suivant: 0023 99 41 à 0023 99 47. Le RN en anglais est 0024 44 88 à 0024 44 93. Le RN en français est 0028 99 37 à 0028 99 42. Voilà ce que dit donc votre frère quant à ses fonctions. De 1975 à 1979, j'étais chef de l'une des 3 compagnies du 2e bataillon de la région 105. Le chef de ce 2e bataillon s'appelait Lang. Il a été arrêté. Lang dirigeait une compagnie. Viang, alias Kam, décédé après 119, était chef d'une compagnie. Viang et moi, nous nous chargions de défendre les frontières. Viang était en poste à Busra, district de Chenda. Quant à moi, au district d'Orang. En ce qui concernait notre travail quotidien, je suis venu parfois aux réunions à la région, tenues dans le district de Kokniek avec Lang, Sopea, Lang. Et plus tard, je suis aussi venu aux réunions avec Sarun, Talork, Taonsi. Au cours de ces réunions, on parlait des ennemis vietnamiens, de la défense des frontières contre l'invasion vietnamienne. Est-ce que cela vous paraît conforme à la réalité ? Réponse. Oui, c'est exact. Mais je ne suis pas au courant de la réunion avec Talang. En ce qui concerne la réunion à laquelle j'ai participé, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on discutait des attaques vietnamiennes. On lui pose la question: que saviez-vous de la prison à Phnom Kraul? Réponse: Lang s'occupait de la gestion de prison. Je ne connaissais pas qui étaient les inférieurs de Ta Lang, qui administraient directement la prison. Il était originaire de la province de Ratanakiri. Je constatais que Ta Lang ordonnait à ses soldats d'aller arrêter les gens sur l'ordre de Ta Sopea et d'après des rapports envoyés de base. Ta Sopea pouvait venir donner des ordres directement à Ta Lang ou lui en transmettre par courrier ou par un messager. Je ne connaissais pas le messager de Ta Sopea. Je n'ai jamais reçu l'ordre d'arrestation ou de réception des prisonniers. La prison, administrée par la compagnie de Ta Lang, se situait à environ 1 kilomètre à l'est de Phnom Kraul. Cette prison avait été construite à même le sol, avec toiture en chaume. Je ne me rappelle pas le nombre d'appartements ni de maisons. Je me souviens qu'elle était entourée d'une clôture en bois. Je ne suis jamais entré dans l'enceinte de la prison. Je voyais les prisonniers prendre leur bain, désherber et scier du bois sans être attachés. Ils avaient une tenue normale, étaient composés d'hommes et de femmes. Je n'y voyais pas d'enfants. Et à l'intérieur de la prison, ils étaient peut-être menottés. Je ne connaissais pas les types de prisonniers, mais ceux qui ont été arrêtés avaient tous commis des infractions. À chaque réunion avec Lang, Sopea, Lang, alors Lang c'est L-A-I-N-G, c'est le secrétaire du secteur 105, et Sarun.
environ une fois par mois. Il parlait souvent du principe selon lequel il était interdit d'entretenir des relations avec les Vietnamiens ou d'avoir une conduite libre. Par exemple, si on n'allait guère travailler. Car tout contrevenant à ce principe était un ennemi. Ainsi, je constatais que ces prisonniers avaient peut-être réagi à l'encontre du principe en question. Alors, est-ce que ce que je viens de lire vous paraît conforme à vos souvenirs? Je ne suis pas au courant de cette question en ce qui concerne la réunion et le nombre de prisonniers. Moi, j'étais au district et je n'étais pas au courant de ce qui se passait au niveau du secteur. Le président, juge Laverne, est-ce qu'il vous reste encore plusieurs questions? Combien de questions vous reste-t-il? Encore une question à poser aux témoins, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. Le président, oui, je vous en prie. Une question de suivi par rapport au télégramme dont vous êtes présenté comme étant l'auteur et sur lequel vous avez déjà été interrogé longuement. Il s'agit des télégrammes numéros 54 et 55, c'est-à-dire les documents qui portent les références E3 941 et E3 498. Je note que ces télégrammes ont été remis en copie à Oncle Noon, Oncle Van, Oncle Vorn, au bureau et aux archives. Alors, ma question est relativement simple. Est-ce que vous saviez, lorsque vous adressez un télégramme aux frères bien-aimés, puisqu'en général c'est comme ça que vous adressiez votre télégramme, que ces télégrammes étaient envoyés à un nombre important de destinataires, et notamment frère numéro 2, Yang Sari, Oncle Van, Vorn, Van Vet, ainsi qu'au bureau et aux archives? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience? Réponse. Et c'est comme je l'ai indiqué au co-juge d'instruction. J'ai également inscrit cela, mais je n'avais pas mentionné les noms Wan et Veig. Ce que j'écrivais était adressé uniquement à Pol Pot, et ça je l'ai écrit. Bien, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Nous avons un peu dépassé l'heure de la pause. Avant de lever l'audience, la Chambre désire s'informer de l'état de santé du témoin. Pensez-vous pouvoir continuer à témoigner au cours de l'après-midi? Le témoin, oui, je pourrais continuer. Monsieur le Président. Le Président, merci. Le Président, Conseil de la défense de M. Nunchea. Merci. Mon client, M. Nunchea, désire suivre la poursuite des débats à partir de la cellule de détention provisoire et nous avons préparé la documentation adéquate pour ceci. Président, le moment est venu de lever la séance pour le déjeuner et nous allons donc faire une pause jusqu'à 13h30. L'huissier organisera un lieu pour
pour le témoin et son avocat et ils seront de retour à l'heure dite. La Chambre est saisie de la demande de M. Nunchea par le biais de son conseil, demandant la possibilité de suivre les débats de l'après-midi en abandonnant son droit à être présent physiquement dans le prétoire. Le Conseil de défense a promis qu'il soumettrait la documentation écrite portant la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé Nunchea. L'accusé désire suivre les débats à partir de la cellule de détention temporaire au sous-sol, abandonne son droit à être présent dans le prétoire. La Chambre signale que le Conseil pour la défense devra soumettre donc le formulaire requis portant la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé, ce qui permettra à l'accusé à ce moment-là de suivre les débats à partir de la cellule de détention temporaire située au sous-sol. La sécurité peut maintenant emmener les accusés et permettra à M. Nunchea de suivre les débats à distance. M. Kiesampang devra être de retour dans le prétoire à 13h30.